pour cette deuxième partie de journée. Donc, comme l'a dit Manon, le thème de cet après-midi, c'est d'essayer de brosser un état des lieux en France et en Europe des expériences d'orientation via Internet. Et pour ça, on a invité deux communicants que je vais présenter maintenant. Donc, à ma droite, Leonardo Evangelista, qui vient d'Italie et qui va euh, faire son intervention en français. On le remercie pour ça. Il est consultant et chercheur dans le domaine du conseil de carrière et notamment président de l'Association italienne des praticiens du conseil de carrière. Il a développé plusieurs sites internet consacrés à l'orientation professionnelle et il est directeur scientifique aussi du projet Leonardo Pilot Project. Et à ma gauche, André Tricot, qui est professeur de psychologie à l'université Toulouse-Mirail. Il est membre du laboratoire Travail et cognition. Il travaille notamment dans le champ de l'orientation sur les représentations des élèves, les demandes d'information des élèves et l'utilisation des documents électroniques dans les apprentissages. Il y a une troisième personne qui n'est pas là aujourd'hui, qui est là de façon virtuelle, on va dire, parce elle était prévue pour intervenir dans ce thème-là sur la date précédente qui avait été retenue pour le colloque, mais qui s'excuse de ne pas avoir pu venir sur cette deuxième date. Donc je vous le présente quand même. Il s'agissait de Marcus Hofer, a été enseignant à l'université de Reading en Angleterre et qui est aujourd'hui consultant et formateur dans le domaine du conseil en carrière. Je vous l'indique parce que dans votre pochette, vous avez son texte qu'il nous a proposé de rajouter dans votre pochette pour s'excuser notamment de ne pas avoir pu être là aujourd'hui avec nous. Donc vous avez quand même son texte et les autres communications seront bien sûr dans le CD-ROM que vous aurez. Voilà. Donc je laisse la parole à Monsieur Evangelista pour sa présentation. Bon, bonjour à tous. J'ai choisi de m'être traduite et de faire ma présentation en français, mais j'ai besoin de votre compréhension et aide pour ma mauvaise langue. Bon, euh, je vais parler de sa recherche que nous avons fait avec la France aussi, avec la collaboration de Thierry Bois, de l'INETOP et de Marie-Louise Trouillot de l'Académie de Créteil. Et je pense qu'il peut-être qu'il y a des gens ici, des conseillers ici, qui ont participé à ces recherches. Le thème de la recherche était les effets de l'orientation des Internet sur la pratique professionnelle des conseillers d'orientation. Et nous avons trouvé quatre principaux points que vous pouvez lire en cette slide. Le premier point est que l'Internet permet aux conseillers d'orientation d'accéder à un large nombre d'informations. Le second point est qu'il permet de diffuser un large nombre d'informations. Et l'autre point est que Internet il permet de mieux communiquer avec les usagers. Les quatre, et de mieux communiquer entre collègues. Ce point n'était pas discuté ici, mais c'est très important aussi. Bon. Je vais parler à expliquer les différents points qui sont venus plus importants de la recherche. Oui. Nous savons que l'information, c'est très important pour l'orientation. Il y a beaucoup de classifications de l'information. Ici, nous trouvons que l'information pour l'orientation est peut-être décrite en cinq principaux domaines qui sont ici élencati. Voilà. Nous avons trouvé in sa recherche qu'il est plus principal. Il y a ici de la déclaration des conseillers d'orientation qui a participé à la recherche, que vous pouvez lire directement. Et
il y a merci à l'Internet que nous pouvons avoir l'accès à beaucoup d'informations. Le monde de l'orientation, il a changé nelle dernières 20 années parce que l'information maintenant c'est très facilement disponible. Et Internet il a una grande contribuzione in cet développement. Il y a des sites, des websites qui sont des exemples pour la diffusion, pour le reperiment de l'information, Education FR, par exemple, or this is les anglais National Grid for Learning, that is l'équivalent de orientation .fr. And another point very important of Internet is che Internet c'est possible de diffuser un large nombre d'informations pour l'orientation. Ici, ils sont des déclarations des conseillers d'orientation qui ont participé à la recherche. Le dernier, c'est un conseiller d'orientation française qui l'a écrit. Si nous parlons de comment structurer les websites pour la diffusion de l'information, il peut être bon de considérer que c'est possible de structurer des sites sans référence aux besoins d'information des usagers ou en relation aux besoins d'information des usagers. Nous avons des bons exemples del secondo. This, for example, is questo set, c'est le website del Center for Guidance Studies, est un website pour les conseillers d'orientation anglais. Et la première page ask who you are, qui tu es. Tu es un conseiller d'orientation, tu es un manager de services d'orientation, et tu es un policy maker. Et il y a différents parcours que tu peux seguir si tu es un practitioner, un manager ou un policy maker. Mais il y a aussi National Grid for Learning, il demande who you are, qui tu es, et children, parents, teachers, students, lecturers, and so on. Et c'est une bonne façon de présenter l'information et de diffuser l'information. Structurer les websites avec ces structurations. Un peu difficile pour moi à expliquer en français, mais c'est possible d'évaluer l'effet de la diffusion d'informations et la disponibilité de l'information sur l'Internet sur les usagers. Ici, nous avons 4 groupes principaux et il y a l'Internet, la diffusion de l'information avec l'Internet, il y a un différent impact sur les différents usagers. Les variables sont la capacité à s'orienter et la possibilité d'accéder au centre d'information et d'orientation. Je pense qu'il est plus important effet des Internet et il y a sur l'agent, sur les élèves ou sur les adultes qu'ils sont dans le quadrant 2, mais aussi dans le quadrant 1. Una carattéristique très intéressante pour aider à diffuser une meilleure information, c'est la possibilité d'utiliser des systèmes experts pour l'orientation. Il y a des sites, des websites qui sont intéressants. Ici, il y a le Career Development Manual of a Canadian University. Et il y a un parcours de self-assessment online. So you can c'est possible de faire all des stages pour la prise de décision et les projets professionnels.
Et notre website, que c'est très intéressant, c'est un website australienne où c'est possible de faire les mêmes choses, non? De définir un projet professionnel. Hein. Il y a un website officiel du gouvernement de l'Australie. Il y a des questionnaires qui c'est possible de faire en ligne. Ici, c'est notre website qui a été produit, développé par Marcus Hoffer et autres auteurs. Un autre point, c'est la possibilité de communiquer, de mieux communiquer avec les usagers, qui était déjà décrite ici ce matin. Il y a des témoignages des conseillers d'orientation qui ont participé à la recherche. Il y a des websites qui sont spécialisés, ils sont de bonnes pratiques en communication avec les usagers. C'était Learn Direct, c'est un website de l'Angleterre. But also Prospects, that's a website for conseillers d'orientation to all les élèves de l'université. È un site prodotto da tutte le università dell'Inghilterra pour délivrer la careers guidance, conseil d'orientation à l'étudiant et à l'étudiant qui sont déjà avec un diplôme après l'université. Prospects. O peut-être orientation affaires qui vous connaissez. Oui. Comme il était dit, communiquer avec les usagers à distance, il y a des avantages et il y a des limites. Hein. Ils sont les avantages et les limites qui viennent de mon directe expérience. Hein. Il était dit, je pense, à missionner, non, aussi, ce n'est pas possible d'utiliser les courriers électroniques d'assez seul, non, mais c'est meilleur si l'Internet vient utilisé avec de l'autre moyen de communication, non, alors le service c'est meilleur. Le meilleur exemple que j'ai connu, c'est encore Learn Direct, le website, il donne information sur toutes les possibilités de formation dans l'Angleterre. Je pense qu'il y a une database avec 700, 600,000 courses. 700, oui. 700. 1000. Et ce website, il y a 500,000. Il y a 500,000. 500,000 utilisateurs pour année. Hein. Alors, une autre chose qui est très intéressante avec l'Internet, c'est la possibilité de créer des communautés virtuelles, comme Claude Lennefer il a dit avant, non? Ici, il y a une définition de communauté virtuelle ou communauté de practice.
et nous voyons que dans l'Internet, dans les forums, il y a un développement des communautés virtuelles et ils sont très, très bons pour notre travail avec les élèves ou les gens qui ont besoin de conseils d'orientation. Il y a quelques exemples. Questo è Setis Barbara Share, un website dell'Inghilterra, o This is Monsterboard. Cette Monsterboard, c'est américaine. Il y a une version en français aussi. Et vous pouvez voir dans le site qu'il y a beaucoup de gens qui répondent à questions de l'autre genre. No? Alors, les conseillers d'orientation ici, il y a un rôle seulement de modérateur, no? De vérifier que l'interaction procède, procède. No? Et ici, il y a Lifelong Guidance, c'est un website de CDFOP et c'est un website qui est adressé à les conseillers d'orientation. Il y a beaucoup de conseillers d'orientation de tous les pays de l'Europe. Nous pouvons dire que les effets principaux des Internet dans la recherche, ils sont ces trois points. Meilleure information pour les conseillers, possibilité d'auto-orientation pour les élèves et facilité d'organiser des services à distance qui offrent un meilleur service. Les principaux problèmes, je pense, que maintenant, que les potentiels d'Internet pour services à distance, ils ne sont pas encore bien utilisés. Il y a pas beaucoup d'exemples de bonne intégration des Internet avec les services traditionnels que les centres d'orientation offrent. C'est la situation en Italie. Peut-être qu'en France, c'est différent. Okay. Si vous voulez connaître de plus de sa recherche, vous la trouvez en ligne. Et le website, c'est orientamento.it. iSilent Revolution. It's in English and in Italian. Okay, thank you for your patience and attention. Donc, je laisse la parole à André Tricot. Je vais vous présenter une étude où on a comparé des questions que des élèves posaient sur un site internet, orientation.fr, et des CIO. Ce dont je vais vous parler, le domaine d'application de ce dont je vais vous parler, c'est une sous-partie d'Internet. Internet, c'est des outils très différents. Parmi ces outils, il y a le web. À l'intérieur du web, il y a énormément d'outils différents, dont des documents de toutes sortes. Et parmi ces documents, il y a deux types de documents, des hypertextes et des textes, qui peuvent être utilisés en orientation pour présenter de l'information sur les métiers et les études. Donc je vais vous parler uniquement de ce domaine d'application possible. Je prétends absolument pas que l'étude que je vais vous présenter puisse avoir une quelconque utilité dans d'autres registres. Le contexte de l'étude que vous trouverez, il y a un article dans l'orientation scolaire et professionnelle qui a été publié, et puis un rapport dans l'OCDE. En gros, l'idée, c'est que informer, c'est répondre à un besoin d'information. Autrement dit,
Pour informer, il faut qu'il y ait un besoin d'information. Et construire de l'information, c'est construire de l'information en réponse à ce besoin. Euh, Or, ça c'est une idée assez banale, bien que jamais prise en compte par les concepteurs de documents, bien entendu. Euh, mais cette idée banale, dans le domaine de l'orientation, elle se heurte à un certain nombre de points qui, eux aussi, dans la littérature en orientation, sont bien connus. Premièrement, les adultes, jeunes adultes et les adolescents n'ont pas forcément conscience de leurs besoins d'information. Deuxièmement, notamment les adolescents peuvent avoir un besoin conscient d'information, mais ce besoin n'est jamais explicité, notamment, entre autres, parce qu'ils croient que personne ne peut répondre à ce besoin, parce que la réponse à cette question n'existe ni chez personne, ni dans aucun document. Et enfin, ce besoin d'information, il peut exister, être conscient, voire dans certaines occasions explicité, mais ne pas être connu des interlocuteurs, et notamment de ne pas être connu des concepteurs de documents. Autrement dit, dans l'orientation, on se retrouve dans une situation où, parfois, un des aspects, c'est de concevoir des documents censés donner de l'information sur les métiers et les études, en réponse à des besoins d'adolescents et de jeunes adultes, et on conçoit ces documents sans connaître, la plupart du temps, euh, ces besoins d'information. Nous, on a essayé, à la suite d'autres tentatives, de décrire ces besoins. Alors, par exemple, ici, le Consortium canadien des carrières, si mes souvenirs sont bons, a réalisé une analyse des besoins d'information dans le domaine de l'orientation en s'y prenant d'une certaine manière. Donc, eux, ils ont fait une enquête par questionnaire en demandant aux usagers potentiels de ce type de service quelle information ils souhaiteraient trouver dans ce type de service. Et voilà les réponses hiérarchisées des personnes qui ont répondu à cette enquête. Donc, ce n'est pas ce que les gens cherchent effectivement, c'est ce que les gens disent qu'ils aimeraient trouver dans un type de service qui pourrait être développé. Nous, on a pris une autre perspective en partenariat avec l'ONICEP, qui a été de dire, plutôt que de demander aux gens de dire ce qu'ils aimeraient trouver, c'est de façon un peu plus brutale, un peu plus directe, un peu plus simpliste peut-être, c'est de récolter les questions que les personnes se posent et d'analyser tout simplement ces questions, tout en étant bien conscient du fait qu'à travers des questions, on perçoit une partie des besoins d'information. C'est bien entendu pas tout, c'est qu'un aspect du problème. Et donc pour ça, on a comparé des questions que des personnes posent au moment où elles franchissent la porte du CIO. Ça, c'est une enquête par questionnaire. Et ensuite, une analyse d'un corpus de questions, donc récupéré sur le site orientation.fr. C'est une enquête qui a été faite il y a 4 ans, si mes souvenirs sont bons. À une époque, il y avait peut-être moins de sites que maintenant. Donc, bien entendu, on pensait que cette analyse des questions nous permettrait peut-être d'avoir une autre vue des besoins que par exemple les besoins exprimés en termes d'intérêt dans les années 70 ou 80, qui est classiquement la classification des besoins qui est utilisée par l'ONICEP quand elle conçoit des documents. Et on faisait aussi l'hypothèse qu'il y aurait une différence entre les questions posées sur un site web et les questions posées à l'entrée du CIO. L'idée étant de caractériser ces différences, puisque concevoir un document pour un site web ou concevoir un document pour un CIO, dans notre idée au départ, c'était différent. Donc on a analysé le contenu de ça y est, j'ai des difficultés moi aussi. 545 questions qui étaient issues donc de ces deux corpus, à peu près
enfin pas tout à fait puisque c'est un nombre impair, mais euh, à peu près la moitié dans chaque. Et en fait, on est parti des 200 et quelques questions qu'on avait récupérées dans les CIO et on a fait un tirage aléatoire parmi les 8000 questions qu'on a pu récupérer sur orientation.fr pour avoir un nombre équivalent de questions dans les deux corpus. Très très rapidement, hein, si on met nos deux corpus ensemble, il y a un peu plus de filles que de garçons, un peu plus d'élèves de lycée que d'étudiants et peu d'élèves de collège. Une première information, là, si vous voulez, je pourrais, enfin, vous pouvez trouver la publication où tout ceci est détaillé. Simplement pour après analyser les réponses, on a récupéré un certain nombre de données sur les usagers, là, pour la population CIO, notamment leur information dans le domaine de l'orientation, de qui elle vient. Est-ce qu'elle vient de leurs parents? Est-ce qu'elle vient de conseillers d'orientation psychologue? Ou est-ce qu'elle vient de profs? Et on essayait de qualifier la source humaine d'information. On a essayé de décrire les autres personnes qui avaient pu être utilisées comme source d'information dans ce domaine. On a aussi décrit pour chaque personne le type de support qu'elle utilisait pour s'informer dans le domaine de l'orientation. Enfin, à chaque personne, on lui demandait les conditions de sa visite au CIO, pourquoi elle venait au CIO, sur les conseils de qui, etc. Donc là, bien entendu, je passe très rapidement, hein, c'est pour vous dire comment après on peut relativiser l'analyse du contenu de la question en fonction de telle ou telle catégorie de réponse à ces questions précédentes. Alors, l'analyse du contenu des questions, on s'y est pris de façon strictement ascendante, c'est-à-dire qu'on est parti des données. On n'avait aucun outil, aucune grille a priori. Donc, on a lu les questions, commencé à repérer les termes les plus fréquemment utilisés. Petit à petit, à partir du corpus, on a commencé à créer des catégories. Donc, j'assume, c'est totalement critiquable comme méthode, mais en tout cas, on l'a assumé jusqu'au bout. C'est strictement ascendant. Donc, ceci nous a amené à construire une grille d'analyse de contenu où chaque question peut être décrite en fonction de son objet. Elle porte soit sur les métiers, soit sur les études. Là, c'est par définition, hein, puisque toutes les autres questions ne sont pas rentrées dans le corpus, puisque notre étude portait sur les questions sur les métiers et les études. Et on a ici rendu compte des 4 grandes catégories d'objets qui étaient en relation avec l'objet de la question. Donc les centres d'intérêt de la personne, ses caractéristiques personnelles, sa connaissance du système éducatif et sa connaissance de l'environnement économique et de travail. Donc 95 ou 97% des questions traitées rentrent dans une de ces catégories. Ensuite, on a essayé de caractériser le type de question. On évite toujours avec cette méthode ascendante, arriver à décrire 5 grands types de questions, des demandes de renseignements, des demandes de conseils, avec 2 catégories de demandes de conseils, et des demandes d'évaluation. Là aussi, avec 2 catégories de demandes d'évaluation. Donc vous voyez, chaque question peut être décrite par son objet, par un autre objet mis en relation avec objet et étude, et par sa forme, par son type. Donc on croise tout ça, hein, ça nous donne une grille d'analyse. Ça, c'est pas fait pour être lu, c'est juste pour dire, hein, quand on croise tout ça, ça veut dire qu'on trouve, on peut mettre chaque question dans une des cases qui résulte de ce croisement, et on obtient ce type de résultat. Donc vous avez pour mes 4 grandes catégories de questions, chacune étant divisée chaque fois entre
portant sur les études ou portant sur les métiers, une représentation quantitative et une représentation de la fréquence selon que cette question se trouve sur orientation.fr ou se trouve dans le CIO. Et là, on a été extrêmement surpris par la proximité des questions, la proximité des types de questions qu'on retrouve sur orientation.fr et qu'on retrouve, alors attention, qu'on retrouve dans notre enquête par questionnaire à l'entrée du CIO. C'est-à-dire quand la personne franchit la porte du CIO, on lui donne une feuille sur laquelle il y a 3-4 questions. La première étant, quelle information est-ce que vous venez chercher au CIO? D'accord? Donc ça ne veut pas dire qu'après, à l'intérieur du CIO, notamment dans un entretien, ce sont ces questions qui se posent. Et là, c'est vraiment la question, c'est ce que la personne dit venir chercher au moment où elle rentre dans le CIO. Et là, on a été très, très surpris par la proximité des distributions. On a été aussi très surpris quand on a commencé à faire de l'analyse de contenu avec des logiciels d'analyse de contenu, de voir que, par exemple, quand on regarde autour du thème éducation, quels sont les thèmes associés à l'intérieur des questions, c'est-à-dire qu'en gros, quels sont les principaux thèmes mis en relation à l'intérieur des questions, de voir comme ça des graphes qui émergent et à l'intérieur desquels on ne peut pas faire de différence entre une sous-population CIO et une sous-population orientation.fr. Donc tout ça aussi, c'est très détaillé. Je peux vous donner la publication correspondante. On peut aussi analyser par exemple, à l'intérieur du grand thème éducation, ce qui relève de l'éducation et de la formation, des diplômes, etc., dans le domaine technique. Et on voit aussi des contenus de questions sur lesquels on ne parvient pas facilement à distinguer des questions orientation.fr et des questions entrées dans le CIO. Voilà, je vous passe une chose qui est très intéressante avec des logiciels d'analyse de contenu quand on traite de très gros corpus comme ça, c'est qu'en fait, avec un mot-clé, ici le mot-clé diplôme, vous pouvez voir tous les termes associés antérieurement dans la question et postérieurement dans la question. Donc en gros, quels sont les mots les plus fréquents ou les thèmes les plus fréquents qui apparaissent dans une question qui porte sur un diplôme et après. Et ça, pour des concepteurs de documents qui essayent de voir comment je peux répondre à des besoins dans mes documents, comment je peux organiser un système documentaire pour que les personnes retrouvent leurs besoins dedans. Je pense que des outils d'analyse de contenu maintenant permettent vraiment de faire de l'analyse de très gros corpus et donner des choses intéressantes comme celle-là. Voilà, bon, après on peut faire tout un tas de choses très, très amusantes. Je voudrais conclure maintenant pour essayer de vous montrer comment, dans notre perspective, ce type de données peut être exploité par des concepteurs de documents, d'informations dans le domaine de l'orientation scolaire et professionnelle. Donc là, on conçoit des documents pour des personnes qui sont en situation de recherche d'information. La recherche d'information, c'est classiquement défini comme la mise en relation entre un utilisateur, un usager qui a un besoin d'information et un document qui contient une cible, c'est-à-dire quelque chose qui correspond, qui répond à ce besoin. L'activité de recherche d'information, c'est l'activité que met en œuvre l'usager pour essayer d'atteindre cette cible dans ce document. Ce document, il y a des contenus, il y a des descripteurs, il y a des fonctionnalités d'accès. Descripteurs, c'est des titres, des mots-clés, etc. Les fonctionnalités d'accès, ça peut être des liens hypertextes, un moteur de recherche, etc.
La recherche d'information, c'est toujours quelque chose qui se passe dans un contexte. On ne recherche jamais de l'information pour rechercher l'information. On recherche de l'information pour en faire quelque chose. Par exemple, pour élaborer un projet, pour prendre une décision. Euh, Dans le domaine de la recherche d'information, on est aussi d'accord sur le fait que derrière la tâche générale de recherche d'information, il y a des tâches très très différentes entre elles. Par exemple, on peut opposer une tâche de recherche de renseignement. Hein, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il cherche. Ce qu'il cherche, ça se trouve à un endroit et à un seul dans le système documentaire qu'il utilise, de tâches de butinage où, par exemple, la personne ne sait pas bien ce qu'elle cherche, ne sait pas bien ce qu'elle veut, et les réponses potentielles sont distribuées dans différents systèmes documentaires. Or, concevoir un document pour répondre à un besoin de type rechercher un renseignement ou de type butinage, c'est pas concevoir le même document. Et en fait, nous, je me mets dans l'eau, hein, les personnes qui conçoivent des documents, on a tendance à surreprésenter la tâche de recherche de renseignement. On dit, qu'est-ce que ce serait bien si... c'est pour ça, c'est beaucoup pour ça qu'on conçoit des documents. Or, dans le domaine de l'orientation, c'est pas beaucoup pour ça que les gens utilisent des documents. Ils utilisent aussi des documents pour butiner, hein, sans savoir bien ce qu'ils cherchent et en ayant des possibilités de réponse multiples. Troisièmement, sur le processus de recherche d'information, là aussi, dans la littérature, il y a un consensus. On croit savoir quelles sont les grandes étapes du processus de recherche d'information. Et dans le domaine de l'orientation, on sait que dans ce processus, il y a des problèmes à peu près partout, hein. Dans la prise de conscience, je l'ai dit, hein, il y a énormément de travaux empiriques qui montrent que, notamment les adolescents, ont énormément de mal avec la prise de conscience de besoin d'information en orientation. L'élaboration du but, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois aller rechercher pour répondre à un éventuel besoin et comment je vais le chercher, c'est pas clair non plus. On a montré, par exemple, dans les travaux faits avec Ruffino à l'époque, que la lecture et la compréhension de brochures, en tout cas à l'époque où on l'évaluait, étaient très problématiques dans l'orientation. Hein, des élèves de 14-15 ans qui se font tout un tas de fausses idées sur un métier, après avoir lu une fiche descriptive de son métier, ressortent avec autant de fausses idées, ce qui pose quand même un gros problème. Donc la recherche d'informations en orientation, c'est un cycle qui marche à peu près partout pareil, mais que dans d'autres domaines, mais il y a des problèmes partout. Donc je crois que concevoir des documents en orientation, mais en gros, on a deux choix. Soit il faut concevoir des documents pédagogiques, c'est-à-dire des documents comme les autres, dans lesquels il y a des contenus, il y a un scénario de navigation, mais aussi à l'intérieur desquels il y a un scénario pédagogique, c'est-à-dire quelque chose qui va amener l'élève à se poser une question et à élaborer une connaissance en réponse à cette question. Puis bien entendu, une interface. Concevoir un document, c'est concevoir tout ça. Et du coup, je ne sais pas si vous voyez les mots en bleu, j'ai joué sur les couleurs, c'est éminemment psychologique, vous ne trouvez pas, de concevoir un document. Moi, on dirait la définition de la psychologie cognitive, en tout cas. Ou alors, je crois que sur Internet ou même sur le document papier, il y a une autre solution, c'est de concevoir un document non pédagogique. Donc, hein, c'est tout pareil, mais il n'y a pas de scénario pédagogique. Mais auquel cas, je crois que la question à se poser, si on conçoit des documents en orientation sans scénario pédagogique, il faut que ces documents soient compatibles avec un scénario pédagogique, qui lui est externe au document. C'est-à-dire il faut qu'il soit compatible avec des pratiques de conseillers, avec des pratiques de profs principaux en troisième, avec des pratiques
des enfants, enfin des adolescents et des jeunes adultes quand ils utilisent des documents sur Internet ou dans les CIO. Voilà, je vous Merci. Donc, remercie. on a le temps pour des questions aux deux intervenants. Si vous avez des questions pour M. Evangelista, on s'arrangera pour les traduire. Enfin, Manon s'arrangera pour les traduire en anglais. Non, c'est surtout traduire la réponse, je crois. Traduire Et la question. réponse. Oui, vous avez insisté dans la présentation sur le contexte de l'étude, les méthodes et bien entendu sur les résultats. Et la question que je me posais, c'est quelle était votre hypothèse de départ, puisque vous sembliez surpris que les questions soient très très proches, les questions formulées au CIO ou les questions formulées sur le site orientation.fr soient très proches. Donc vous aviez l'hypothèse qu'il y aurait une différence de nature des questions. Oui. Et sur quoi était fondée cette hypothèse? Sur quoi elle était Si je peux me fondée? Sur de permettre. l'idiotie, sans doute, vu qu'on a eu tort, mais sur l'hypothèse qu'il y avait derrière, c'était que dans les CIO, on allait trouver des questions beaucoup plus larges et beaucoup plus centrées sur la personne, Mhm. et que sur Internet, on trouverait des questions beaucoup plus précises et beaucoup plus centrées sur l'objet étude et l'objet métier. Voilà. Donc ça, c'était l'hypothèse de départ. Ça, c'était qui a été l'hypothèse de donc départ. infirmée par les Et résultats. voilà, et elle a été infirmée, mais attention, tout en ayant bien conscience que nous, avec notre méthode, on n'avait accès que à la question qu'il disait se poser au moment où il franchissait la porte du CIO. Autrement dit, au cours d'un entretien, par exemple, un adolescent ou un jeune adulte peut poser d'autres questions. Mais ces autres questions, nous n'y avons pas accès, nous n'y avons pas eu accès. Et donc ça, ce serait autre chose, puisque nous, ce qui nous intéressait, c'est les questions que les personnes se posent au moment où elles sont à la recherche d'un document. D'accord? Hein, dans le sens où si la personne disait, ben, je rentre au CIO parce que j'ai rendez-vous avec un conseiller, bon, mais très bien, c'est pas ça que nous traitions. Hein, d'accord? Donc on traitait qu'un aspect. Qu'un aspect des questions que les La jeunes se question qui posent s'apprêtait à poser. Donc. Ouais, qui s'apprêtaient à poser, mais qui étaient orientées ressources et non pas j'ai un rendez-vous avec le conseiller. Et quelle serait donc votre analyse de ces résultats qui vous ont surpris? Qu'est-ce que vous en concluez en fait? On en a tiré plusieurs conclusions. La première conclusion, mais ouais, je pense que c'est le plus important, c'est que je crois que sur l'analyse des besoins d'information en orientation, il ne faut jamais faire confiance au passé. Je veux dire, il faut que ce soit réactualisé, ces analyses de besoins. Autrement dit, les analyses de besoins qui ont été faites dans les années 70 en France, aux États-Unis, très orientées psychologie, la personnalité, etc. Ben, c'était valable à une certaine époque, dans un certain contexte. Je crois il fallait les renouveler. Dans d'autres pays, il y a eu des études qui ont été faites. Nous, on a fait ça il y a 4-5 ans. Je pense que ce qu'on a fait aujourd'hui, son domaine de validité, il est en train de s'éteindre. Hein, dans 2 ans, sans doute qu'il faudra recommencer ce type d'études. Mais c'est l'idée que c'est ça, c'est que alors qu'il nous semblait inenvisageable avec notre vision d'adulte de poser les mêmes questions sur Internet, ben voilà, ce matin on a entendu des témoignages par exemple, de choses très intimes qui peuvent être dites sur un forum qui étaient nous, avec nos yeux d'adultes arriérés technologiques, complètement inenvisageables. Donc, moi, la grande leçon, c'est ça. Les besoins et la façon dont ils sont formulés, c'est quelque chose qu'il faut actualiser. Et en gros, c'est chaque fois qu'on actualise les documents, au lieu de faire que actualiser les contenus de ces documents, il faudrait aussi réfléchir à comment on peut les actualiser en prenant en compte les besoins du moment. Ça, c'est l'idée principale on a sortie de cette étude.
D'autres questions? Pas de questions supplémentaires. Non, c'est pas une question, c'était, j'en ai parlé avec mes petits camarades à la tribune. C'est peut-être juste une précision pour recadrer les travaux qu'a présenté Leonardo Evangelista. C'est-à-dire que les témoignages qu'il a présentés, les effets des pratiques qui ont été présentés ici, sont issus des réponses qui ont été collectées sur un site internet qui a été ouvert pendant un certain nombre d'années à l'ensemble des conseillers européens, où on leur demandait, venez nous dire un petit peu ce que ça a changé dans vos pratiques. C'est donc ce corpus de questions auxquelles certains d'entre nous, mais pas une foule immense, ont déposé un moment. C'est à partir de là, je pense que ce serait intéressant peut-être de refaire ce genre d'analyse. En tout cas, il me semble que dans la profession de conseiller d'orientation psychologue, au moins en France, on est assez en attente ou assez friand de quelque chose qui serait un échange un petit peu de pratique ou de ce qui se bouscule dans nos pratiques. Donc peut-être que des témoignages comme ça ou des sites où on pourrait discuter un peu de ce que ça change dans notre vie, peut-être que c'est encore à envisager. Merci. Ah, il y a une question là. C'était qui? Ah, deux fois. Bonjour. Peut-être à la fois une question et en même temps une remarque. En venant au colloque qui est organisé aujourd'hui, hier, j'ai voulu voir un petit peu dans les bases de données si on avait quelque chose sur Internet et conseils. Et donc j'ai découvert, alors j'étais intéressé par la présentation de Jean et de beaucoup de personnes qui ont apporté des éléments. J'ai découvert qu'effectivement, sur conseil de carrière et Internet, on n'a rien. Disons de 2000 à 2006. Enfin, Jean parlerait d'études un peu sérieuses. Effectivement, on a 2 études entre 2000 et 2006, et probablement plutôt des études pour savoir si ça ressemblait à des choses qui ont été dites. Quand on passe un instrument sur Internet, est-ce que c'est la même chose que si on le passe au CIO dans un centre? La réponse est que c'est à peu près pareil, mais 2 études seulement, disons entre 2000 et 2006. Par contre, quand effectivement on fait Internet et counseling, la liste est extrêmement longue, comme d'habitude, j'ai envie de dire. D'études sérieuses. Alors, il y a même une revue, je voudrais le signaler, qui s'appelle The Counseling Psychologist, qui a sorti l'année dernière en septembre un numéro spécial sur le online counseling. Et c'est assez intéressant, il y a une centaine de pages. Et peut-être pour les gens qui sont intéressés par ça, alors ce sont des études sérieuses, effectivement. Pour moi, ça rejoint des thèmes qui sont développés dans beaucoup d'endroits, ou conseil personnel, qu'on a entendu un petit peu. Ou conseil personnel, conseil de carrière ou en orientation, c'est comme on veut. Et psychothérapie, et c'est ça qui nous pose problème souvent, les frontières sont de plus en plus difficiles à mettre. Et j'ai remarqué avec intérêt ce matin qu'à la tribune, on illustrait qu'elles étaient difficiles à mettre, puisque d'un côté, on avait gens qui disaient conseil de carrière, recherche sérieuse, on n'a pas grand-chose, rien. Et de l'autre côté, on ne présentait pas ces recherches sérieuses, il y en a quand même 27, sur lesquelles les gens s'appuient pour dire beaucoup de choses, hein, sur les problèmes qui se posent. Mais on avait à notre table un psychanalyste qui parlait de psychopathologie. Et dans le même temps, je sais combien la profession est hérissée, la profession en général, quand on dit psychothérapie. Ah non, on ne fait pas de psychothérapie. Mais quand on illustre ce que le conseil a pu produire, ce que l'intérêt pour la personne, on fait appel à quelqu'un qui est psychanalyste, psychothérapeute. Alors je voudrais dire que moi, je serais en demande quand même qu'on fasse une plus grande place à ce que peuvent apporter les études sur le conseil. Parce que ces questions se posent de plus en plus, on l'a vu au travers des intervenants, où on voit que beaucoup de choses se disent par l'Internet. Alors les questions d'anonymat sont vues, il y a des limites, tout ça, il y a beaucoup de questions vues, mais voilà, je voulais un peu signaler ça. Il existe des choses qu'on appelle un peu je n'ai pas non plus été surpris par la conclusion d'André Tricot, un petit peu sur de la psychologie cognitive. Bon, il y a beaucoup de choses. Voilà, c'était un peu... En miroir aussi, c'est vrai que la littérature sur
document design, notamment dans le domaine pédagogique, d'essayer de rationaliser le processus de conception de documents en prenant en compte les besoins de leurs utilisateurs et les caractéristiques des utilisateurs. C'est un domaine qui est très très vivant en ce moment. Et un des domaines d'application, c'est l'orientation. Et c'est vrai que c'est une littérature qui n'est pas nécessairement très connue. Et cette littérature est mal connue chez nous, et celle sur le conseil, celle qui existe, n'est pas connue en France. Parce qu'au fond, c'est comme si le conseil, c'était trop personnel, trop de la psychothérapie, donc on ne s'intéresse pas à ça, mais c'est pourtant ce qui nous anime tous les jours quand on fait de l'entretien. Alors on découvre qu'effectivement, la psychothérapie et le conseil en ligne, synchrone ou non synchrone, ça existe. Il y a déjà beaucoup de choses qui existent, enfin des réflexions. Alors, c'est vrai que toute la revue de questions qui est faite, toutes les revues de questions disent il faut beaucoup de recherches, on a des petits échantillons, voilà. Mais c'est le principe habituel de ces recherches dites sérieuses, quoi, de mettre les limites un peu de sur quoi elles avancent. Quoi. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question, enfin une autre remarque ou une question? Oui, ben, moi je voulais revenir sur l'information, puisque bon, ce matin on a pas mal parlé de l'information et on a l'impression que aussi bien sur Internet que dans les CIO, tout tourne autour de l'information. Or l'information, c'est une partie de ce que nous pouvons faire avec les jeunes et les familles. Donc là, vous l'avez bien dit aussi, Monsieur Tricot, bon, vous avez posé la question aux jeunes qui arrivent dans un CIO. Or, toute une partie de notre travail consiste à dépasser cette demande explicite pour essayer de travailler la demande. Bon, si la demande explicite coïncide avec la vraie demande, entre guillemets, ma foi, on s'en tient là. Mais souvent, quand même, cette demande de renseignement ou d'information, elle s'avère quand même beaucoup plus complexe que ce qu'en ont dit les jeunes en arrivant. Donc, il serait peut-être intéressant, mais ce serait une autre recherche, de voir à la sortie du CIO, finalement, quelles ont été les réponses ou quels ont été les apports qu'ils ont pu trouver dans un CIO. Moi, ce que je voulais dire, c'était un peu, c'est-à-dire, dans le domaine de l'orientation, les individus interagissent avec des conseillers, mais ils interagissent aussi avec des documents. Et en fait, le point de vue que je voulais défendre, c'est simplement, attention, bien entendu qu'il ne s'agit pas du tout de nier l'un ou l'autre, mais dire, puisqu'ils interagissent aussi avec des documents, concevoir les documents peut très largement bénéficier d'un point de vue psychologique. C'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la psychologie dans l'interaction avec le conseiller et je ne sais pas quoi, la technique ou l'information dans les documents. Non, la psychologie, elle est des deux côtés.